On va peut-être démarrer pour ne pas prendre trop de retard. Donc, écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Moi, je suis Françoise Ledeste et donc je suis très heureuse de vous accueillir. Donc, au nom de notre directeur général François Bonvalet et de notre directrice générale adjointe Stéphanie Lavigne, qui interviendra lors de la signature du pacte. Donc, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir sur cette conférence que TBS et plus particulièrement le master manager des structures sanitaires et sociales a organisé en partenariat avec la Ligue contre le cancer 31. Donc, à ce titre, je remercie très chaleureusement Marie-Ange Léofonte, que je connaissais de par aussi le fait qu'elle a été une des étudiantes des masters. Alors, elle m'a dit de dire que c'était il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est ce que je précise. Voilà. Donc, je remercie Marie-Ange et puis toute son équipe, en particulier Carmen et Guillemette, avec qui nous avons travaillé depuis un an sur ce projet. Je remercie aussi, bien sûr, très chaleureusement les étudiantes, les 6 jeunes femmes qui ont collaboré et qui ont travaillé de façon très, très, très acharnée pour venir à bout pour cette conférence ce soir, mais aussi parce qu'il y a eu un travail qui a été fait de recherche, de revue de littérature et d'études terrain. Je remercie aussi notre partenaire privilégié qui est la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées en la personne de Stéphane Kolb et qui sera présent aussi à l'issue de cette conférence pour la signature du pacte, et puis aussi les intervenants qui ont accepté d'animer et de participer à cette table ronde sur un sujet qui est quand même un peu difficile autour de cette problématique de retour à l'emploi et du cancer. Alors, il y a 3 semaines, nous étions dans cet amphi, puisque nous avons organisé aussi une autre conférence sur un autre sujet autour des big data santé, le 6 novembre. Et donc, ces conférences s'inscrivent dans des projets qui sont menés donc par nos étudiants. Alors, il y a les nouveaux qui sont là et qui ont commencé à me mettre la pression, justement, pour pouvoir déjà partir et déterminer leur sujet, leur commanditaire pour l'année à venir. Donc c'est vraiment un travail pédagogique, mais aussi très professionnel, parce que, comme vous le voyez, on aboutit vraiment à des actions qui sont très concrètes. Alors c'est vrai que quand Marie-Ange m'a sollicité pour intervenir et pour qu'on travaille ensemble il y a un an sur ce projet, c'est vrai que j'ai dit oui tout de suite, parce que c'est vrai que c'est vraiment un très beau sujet. Et c'est vrai qu'une école de management comme TBS se doit d'être impliquée sur des projets de cet ordre-là. Parce qu'effectivement, le sujet, nous sommes confrontés aussi, dans le cadre de notre école, à cette problématique du retour à l'emploi, de la réinsertion à l'emploi de nos salariés. Parce qu'aussi, nous nous engageons dans une politique de responsabilité sociale et environnementale. Et là, je remercie aussi Patricia Chauvet, qui est présente ici, qui est la responsable et la directrice de cette responsabilité sociale à TBS, et qui est vraiment très, très impliquée aussi sur ce thème-là. Parce qu'aussi, nous formons aussi nos managers dans différents programmes. Et nous devons aussi de les sensibiliser. Nous avons des apprenants, des étudiants, et nous devons très tôt aussi les sensibiliser à ces questions, pour qu'après, effectivement, dans les entreprises, les choses se passent beaucoup mieux. Nous avons aussi une raison qui est les masters santé, parce que ces masters santé, ils couvrent ce secteur de la santé dans des dimensions sanitaires et sociales, mais aussi des industries de santé. Donc, et ce sujet est vraiment lié aussi à cette thématique santé. Et puis la dernière raison, elle est aussi plus personnelle, parce que moi j'enseigne, je suis professeure en management des ressources humaines, et que à ce titre, je suis aussi très, très concernée, très impliquée par ce thème RH, et que moi aussi je me dois d'être formée aussi à ce sujet, et de pouvoir aussi diffuser dans mes cours et diffuser aussi dans mon entourage et auprès de mes étudiants cette question-là. Voilà.
Donc merci d'être nombreux. J'espère que j'ai oublié personne. Voilà. Et je vais passer la parole à Marie-Ange qui va compléter, qui va nous préciser vraiment le cœur de ce projet. Bonsoir à tous. Alors je vais juste dire quelques mots puisqu'il y a un petit programme et il est intéressant, donc je vais laisser la parole à ceux qui vont vous intéresser, j'ai aucun doute là-dessus. Je voudrais quand même juste insister sur le fait qu'on remercie bien sûr très largement la Toulouse Business School de son accueil, chaleureux, convivial et puis vraiment les bras ouverts, donc ça c'est très agréable et je vous en remercie. Ensuite je voudrais insister sur la qualité des masters santé que représente Françoise et la Business School bien sûr. Alors pour l'avoir fait, je ne vais pas dire que j'ai fait des études qui ne sont pas bien, mais forcément, mais c'est surtout parce que la qualité des étudiants qui sont dans ce master sont vraiment de haut niveau. Moi j'ai eu la chance de travailler avec une très belle équipe, avec des femmes fortes, engagées, qui ont vraiment voulu mener ces projets à bien, avec le cœur, avec le corps, parce que je peux vous dire qu'elles avaient une mine différente quand je les ai connues. Elles étaient toutes pimpantes et en forme, et là, les dernières fois, elles étaient un peu cernées parce qu'elles se sont vraiment engagées. Donc je voudrais les remercier pour ça, parce que vraiment, à la Ligue, on porte des valeurs fortes. Je sais que vous l'avez ressenti, mais je sais aussi que vous les avez partagées, donc je voulais vous en remercier. Françoise les partage aussi, donc ça, c'est important pour nous. J'espère qu'on va continuer avec le master à travailler. Je crois que c'est bien engagé. Je vous souhaite une belle soirée, une belle conférence et j'aurai le loisir d'échanger avec vous un peu plus tard. Merci et bonne soirée à vous. Donc je vais appeler Agnès, qui était la chef de projet de ce beau projet, et donc et l'ensemble du groupe qui n'est pas au complet ce soir, hélas. Voilà. Donc bonsoir à tous, nous sommes heureuses de vous accueillir ce soir pour vous présenter les résultats d'une étude que nous avons menée cette année dans le cadre de notre master management des structures sanitaires et sociales. Donc nous sommes 6 étudiantes, donc Claire, Karen, Elisabeth, Jordan et Laurine qui n'ont pu se joindre à nous ce soir, et moi-même Agnès, qui avons été mobilisées auprès de la Ligue contre le cancer pour travailler sur un projet qui nous tenait à cœur et qui était porteur de sens pour nous, à savoir des outils à mettre en œuvre pour aider les managers, pour les aider à faciliter la réinsertion des salariés patients atteints de cancer. Nous tenons à ce propos à remercier Françoise Ledeste et Marie-Ange Léofonte qui nous ont fait confiance sur ce projet, qui nous ont donné les moyens de le mener à terme, qui nous ont accompagnés, qui nous ont aussi beaucoup motivés et vraiment soutenus dans ce travail. Donc vraiment et chaleureusement merci à tous les deux. Et je vais laisser la parole à Claire qui va vous présenter les résultats de cette étude. Merci à vous. Alors, avant de vous présenter quelques résultats de notre étude, je vais d'abord vous proposer quelques chiffres sur le cancer et l'entreprise. Donc, chaque jour, ce sont 1000 personnes à qui l'on diagnostique un cancer, parmi lesquelles 400 sont encore en emploi. Également, près d'un salarié sur 3 personnes en emploi après le diagnostic de la maladie. Et enfin, pour 43% des Français qui sont traités pour cette maladie, ils estiment que la principale difficulté réside dans leur retour à l'emploi. Donc ces 3 chiffres nous montrent l'enjeu pour les entreprises de s'investir dans la réinsertion professionnelle de ces salariés. Alors, avant de vous présenter l'étude, je vais vous dire quelques mots pour voir comment nous l'avons menée. Donc, le public visé était un public de managers, de TPE-PME, qui ont eu à réinsérer ou à maintenir en emploi un salarié atteint d'un cancer. L'objectif de cette étude était double. Il était d'abord de cerner les attentes et les besoins de ces managers afin de pouvoir ensuite proposer des recommandations visant à améliorer le retour à l'emploi, et ces recommandations qui ont vocation également à être annexées au pacte. On en parlera un petit peu plus tard. Pour cette étude, nous avons réalisé une étude exploratoire et ensuite une étude quantitative. Pour ce qui est de notre étude exploratoire, nous avons réalisé 22 entretiens, parmi lesquels 14 managers de TPE-PME. Et pour ce qui est de l'étude qualitative, nous avons diffusé un questionnaire auto-administré
Nous l'avons diffusé assez largement auprès des TPE-PME de toute la France et nous avons pu récolter 102 retours. Alors voici les principaux résultats que l'on a découpés en 3 phases qui correspondent aux 3 phases du retour à l'emploi, c'est-à-dire avant le retour du salarié dans l'entreprise, au moment du retour du salarié dans l'entreprise et ensuite une fois que le salarié est retourné en emploi. Donc, les principales difficultés, elles sont au nombre de 3. Et la première, elle réside dans la petite taille de l'entreprise, puisque nous nous sommes focalisés sur les TPE-PME. Et le fait que ce soit des entreprises de petite taille font qu'ils n'ont pas réellement de service RH, ils n'ont donc pas de personnel réellement formé sur ces problématiques-là. Et donc, ce défaut de formation fait que la réinsertion professionnelle va être plus compliquée. Donc ça rejoint les deux autres items que sont le manque d'informations sur le cancer et les conséquences. On verra que c'est important que le manager soit formé à ces questions aussi. Et également la formation sur les outils RH du retour à l'emploi. Pour ce qui est du moment qui précède le retour à l'emploi du salarié, donc là on est dans le cas où c'est que le salarié n'est pas encore revenu en entreprise. Et on va voir qu'il est important qu'il puisse garder un contact avec son entreprise. Alors notre étude nous a amené à ce résultat-là, qui est que lorsque le retour à l'emploi a été réussi, un contact a été gardé entre le manager et le salarié dans 92% des cas. Ce contact, il s'est effectué principalement à l'initiative du salarié et cet échange s'est fait en face à face. Donc ce contact est un moment très important puisqu'il va permettre au salarié d'exprimer ses difficultés, d'exprimer également ses besoins quant au retour à l'emploi et voir un petit peu comment lui il l'imagine pour qu'ensuite le manager puisse mettre en œuvre des solutions adaptées. Et donc on en arrive à la deuxième chose qui est importante avant le retour, qui est l'anticipation. Donc toujours d'après notre étude, on voit que pour les retours qui se sont mal déroulés, dans 24% des cas, la reprise n'a pas été anticipée, ou alors dans 51% des cas, elle a été anticipée au moment de la visite de reprise, c'est-à-dire simplement quelques jours avant que le salarié revienne en entreprise. Contrairement à ça, pour ce qui est des retours qui se sont bien déroulés, la reprise a été anticipée dans 66% des cas, un mois avant la date de la visite de reprise, et pour 18% des cas, plusieurs mois avant, donc bien en amont. Donc là, on voit vraiment le lien qu'il peut y avoir entre la qualité de la reprise et le fait qu'elle ait été anticipée par le manager, qui a donc pu préparer d'un côté les collègues qui vont jouer un rôle important, le collectif de travail dans cette reprise, et également pour ce qui est du poste aussi qui a pu être aménagé. Ça, on le voit juste après, puisque c'est au moment du retour du salarié que différentes mesures vont pouvoir être mises en œuvre. Donc là, c'est un petit extrait de notre étude où c'est qu'on voit les différentes mesures qui peuvent être mises en œuvre pour aménager le poste du salarié. Et on voit que les deux qui sont le plus utilisés, auxquels les salariés et les managers ont le plus recours, vont être le temps partiel thérapeutique et l'adaptation de poste. Et il est également intéressant de voir que le tutorat prend une place très infime là-dedans, alors qu'en fait, quand on lit des études, on voit que, notamment à l'étranger, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. Donc là, on peut mettre en avant ici que les entreprises françaises, les managers français, sont beaucoup moins formés à ces questions-là et qu'ils appréhendent pas trop cette question du tutorat d'un collègue, c'est-à-dire que le collègue aide le salarié malade à reprendre son poste, à reprendre ses marques dans l'entreprise. Enfin, pour ce qui est une fois que le retour à l'emploi a été effectué, on voit qu'il y a quand même une vigilance nécessaire qui est à apporter, puisque ce n'est pas parce que le salarié
est revenu à l'emploi, qu'il ne va pas retomber ensuite en arrêt maladie. Alors, on voit que dans les retours qui se sont mal déroulés, 100% des salariés sont repartis en arrêt maladie. Donc ça, c'est ce qui ressort de notre étude. Et que lorsque le retour s'est bien déroulé, seulement 44% des salariés repartent en arrêt. Donc, alors ces chiffres, il faut faire un petit peu attention quand même quand on les interprète, puisque le retour en arrêt maladie peut être dû simplement à la maladie qui refait surface, à une difficulté qui est autre que liée au travail. Mais il y a quand même une part qui est vraiment liée au travail, puisque si le retour n'a pas été anticipé, si le salarié ne s'est pas senti écouté, n'a pas senti son manager concerné par son problème, on voit que le retour est mal préparé et donc lui, il ne se sent pas prêt à reprendre le poste de cette façon-là, et donc ce qui va conduire à un nouvel arrêt maladie. Alors, je vais vous présenter quelques recommandations que nous avons donc rédigées pour qu'elles soient annexées au pacte. Alors, la principale va être de s'informer sur la maladie et sur ses conséquences, puisqu'on va voir ici que cette information va permettre au manager de comprendre son salarié, de mieux le comprendre, de mieux saisir ses difficultés, de mieux saisir pourquoi aujourd'hui il ne peut pas reprendre le travail comme il pouvait le faire auparavant. Également, il est important, comme on l'a dit au tout départ, de maintenir un contact avec le salarié, puisque ça va permettre au salarié de rester, de garder un pied dans l'entreprise aussi, de ne pas se sentir isolé et donc de sentir qu'il a toujours sa place au sein de l'entreprise et qu'il sera bien accueilli quand il reviendra. Également, l'anticipation suffisamment en amont du retour avec les différentes parties prenantes. Donc ça, ce sera un point qui sera développé un petit peu plus loin dans la table ronde, puisque vous saurez expliquer le rôle des différents acteurs, notamment celui de la médecine du travail, puisqu'elle joue un rôle important là-dedans. Un autre point de vigilance pour les managers, c'est de concilier les besoins du salarié et les contraintes de l'entreprise. Puisque là, ça va être un équilibre assez peut-être difficile à trouver. Il va y avoir un travail à faire là-dessus, mais qui est très important pour qu'ensuite le salarié se sente bien dans son poste. Enfin, l'une des dernières recommandations serait de se former à l'utilisation des outils de retour à l'emploi pour essayer d'exploiter un petit peu plus des outils qui sont moins utilisés, donc comme le tutorat tout à l'heure, mais il y a également des initiatives un petit peu plus isolées que l'on a pu recenser lors de notre étude, qui ne sont pas trop connues et qui mériteraient d'être développées un petit peu plus pour favoriser le retour à l'emploi. Enfin, en guise de conclusion, simplement une petite remarque qui est que voilà, il y a des outils qui existent, il y a la parole qui prend une place très importante pour articuler ces outils, pour aider le salarié. Mais il n'y a pas vraiment de recette miracle parce que chaque salarié réagit différemment à la maladie. Et donc, il est nécessaire pour le manager d'apporter une réponse individualisée à chacun et donc d'écouter et de prendre le temps de s'adapter à chacun de ses salariés. Je vous remercie. Je vais donc passer la parole à Isabelle Salvé qui va vous présenter une étude qui a été menée là pour le volet salarié. Bien, bonsoir à tous. Un petit mot d'abord pour me présenter. Grâce à ma grande expérience du cancer, puisque je l'ai vécu 3 fois dans ma vie, j'ai été nommée représentante des malades au comité de démocratie sanitaire de l'Institut national du cancer. Et ce même comité m'a élue présidente. Donc, quelque part, je représente les malades du cancer en France auprès de l'Institut national du cancer. Et je suis également la présidente de l'association Mosaïque Cancer, qui, vous allez le voir, voilà. Nous sommes une association toulousaine fondée par des patientes atteintes du cancer du sein. Nous nous sommes rencontrés en octobre 2016 à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse à l'occasion d'une table ronde qui était organisée sur le thème cancer et travail,
on a décidé de créer une association et notre première mission, notre première action, ça a été de réaliser une enquête auprès des salariés malades pour savoir justement comment ça se passait au moment du retour au travail. Donc notre enquête, c'était la cible, c'était les personnes en activité professionnelle au moment de l'annonce de leur diagnostic de cancer. On a eu pour objectif de recenser le vécu, les difficultés et les besoins des personnes atteintes de cancer au niveau du maintien et du retour au travail. Donc nous, on a fait aussi un questionnaire en ligne réparti également en 3 étapes, comme l'ont fait le groupe d'étudiantes de TBS. Donc la première étape avant l'arrêt de travail, puis pendant l'arrêt et à la reprise du travail. C'est un questionnaire qui a été auto-administré et que l'on a diffusé via les réseaux sociaux au niveau national. C'était l'année dernière. Et donc je vais vous présenter rapidement les chiffres. Voilà, donc nous avons eu 818 réponses à notre enquête, donc c'est quand même assez représentatif. Donc il s'agissait, comme je vous le disais, que de personnes en activité professionnelle en France et donc atteintes de cancer. On se rend compte que la grande majorité des personnes ont moins de 50 ans, ce qui représente peut-être le plus les personnes actives sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, ce n'est pas forcément les chiffres du cancer en France. Hein. Donc le contexte professionnel de ces personnes, plus de la moitié travaillent dans des entreprises du secteur privé. À peu près un quart des personnes qui ont répondu travaillent dans la fonction publique. Vous voyez les catégories socio-professionnelles représentées. Donc 20% de cadres, 40% d'employés, 40% de professions intermédiaires, ce qui nous donne quand même un bon aperçu des situations. Donc on leur a demandé qui avez-vous informé de votre maladie au sein de l'entreprise. Donc vous voyez sur le tableau à droite que l'information a été donnée à la hiérarchie, aux collègues, au service RH, dans une moindre mesure à la médecine du travail. Et le comportement de l'entourage professionnel a été jugé satisfaisant pour la plupart des patientes, mais seuls 43% se disent avoir été rassurés quant au maintien dans leur emploi. Donc pendant l'arrêt de travail, on se rend compte que 20% des personnes ne maintiennent pas le contact avec l'entreprise. 80% maintiennent ce contact et se disent satisfaites de ce lien. Donc effectivement, ça rejoint l'enquête précédemment montrée que effectivement le lien à maintenir pendant l'arrêt de travail, c'est important et surtout pour la suite. Au niveau des revenus, 70% des personnes en arrêt de travail nous ont dit perdre des revenus. Donc, dans le secteur privé, ce sont majoritairement les employés de PME qui connaissent une baisse de revenus. Enfin, ce qui était surtout important sur cette question des revenus, c'était de savoir que, plusieurs, j'ai plus le chiffre, pourquoi il n'est pas sur la diapo, je ne sais pas, plus d'un tiers des personnes reprennent le travail à cause de leur perte de revenus, alors que 30% d'entre elles ont repris leur activité en raison de la perte de revenus, ce qui est quand même un véritable problème. Au moment de la reprise du travail, 90% des personnes se disent satisfaites des relations avec leurs collègues. 15% nous disent même qu'elles savent que leur entreprise a bénéficié de sensibilisation au thème du cancer. S'agissant de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, 30% font une demande de RQTH et dans 30% des cas, elles n'en informent pas l'employeur. Les 70% qui n'ont pas fait cette demande de RQTH ne l'ont pas fait parce qu'elles n'avaient pas d'informations sur ce dispositif. Et donc 72% des salariés ont une restriction d'aptitude validée par la médecine du travail. Concernant le temps partiel thérapeutique, 64% des personnes reprennent à temps partiel, mais plus de la moitié trouvent que la durée de leur temps partiel a été insuffisante. On a demandé aussi aux personnes quelles étaient les difficultés rencontrées au moment de leur reprise. Et donc là, ce qui est revenu majoritairement, c'est la question de la fatigue, qu'il s'agisse de fatigue
physique ou psychologique, un sentiment de fragilité. Également des troubles cognitifs, c'est-à-dire des difficultés de concentration, de mémoire. Un sentiment d'incompréhension, de décalage par rapport à l'entreprise. Il y a eu peut-être des changements dans la vie de l'entreprise. Les valeurs elles-mêmes des personnes malades ont changé et donc il y a ce sentiment de décalage qui est très souvent nommé. Également des douleurs. Ensuite, il y a certaines personnes aussi qui ont souffert d'isolement. D'autres même de reproches de la part de leurs collègues parce que voilà, tu n'as pas été là et nous on a travaillé le double pendant ton absence. Voilà, donc des difficultés qui ne facilitent pas le retour au travail. On a interrogé aussi les personnes sur les bonnes pratiques de leurs entreprises pour faciliter leur retour au travail. Et donc voilà un petit peu la mosaïque de solutions qui ont été identifiées. Donc un entretien de réaccueil au moment du retour au travail avec sa hiérarchie. Donc des adaptations de poste, une souplesse dans les horaires, une reprise progressive, éventuellement la mise en place de télétravail, des aides ergonomiques quand il le faut, une aide aux démarches administratives, la mise en place de tutorats ou de binômes de travail, proposer peut-être éventuellement un bilan de compétences, un coaching professionnel, également une information sur les droits, donc, puisqu'on s'est rendu compte que ces dispositifs de RQTH étaient méconnus, une sensibilisation en interne des entreprises, et c'est tout l'enjeu du pacte, une visite de pré-reprise et de reprise avec le médecin du travail, qui sont deux dispositifs qui sont encore méconnus et sous-utilisés malheureusement. Et puis également que soient identifiées des personnes ressources comme services sociaux, SAMET, Mission Handicap. On a demandé aussi aux personnes, aux salariés malades, quelles étaient les attitudes positives dans l'entreprise. Et donc voilà, l'empathie, la bienveillance, l'écoute, la solidarité et le maintien du contact pendant l'arrêt de travail. Voilà, donc notre association, en 2 mots, notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser à la fois les particuliers et les entreprises à cette problématique de cancer et travail, d'intervenir en partenariat avec la Ligue contre le cancer au sein des entreprises qui souhaitent avoir une information, une sensibilisation sur ces questions. Voilà, donc nous sommes sur les réseaux sociaux, mais vous nous retrouverez tout à l'heure sur le stand de l'association. Merci beaucoup. Donc nous avons convié ce soir différents intervenants qui vont parler de leur vécu et de leurs recherches sur le sujet et les résultats d'études que nous venons de vous présenter. Autour d'une table ronde, donc le thème est donc regard croisé sur le cancer, sur l'emploi après un cancer. Nous allons donc inviter à nous rejoindre le monsieur Bruno Maresca, Sandra, le docteur Hérin et les représentants de la SADIR, que sont monsieur Saès et madame Barral, s'il vous plaît. À l'issue de ces interventions, nous vous inviterons à réagir sur les présentations que nous vous aurons montrées ce soir. Merci. Donc nous allons démarrer cette présentation par Sandra. Sandra a été aide-soignante en centre hospitalier. Elle a vécu le cancer et elle vient aujourd'hui nous parler de son vécu et de son expérience personnelle. Vous pouvez rester là, les micros sont branchés. Bien, bonsoir à tous. Comme la présentation vient d'être faite, je suis donc Sandra, aide-soignante.
je casse tout, ça ne va pas le faire. Aide-soignante dans un centre hospitalier proche de la région toulousaine. Et je viens témoigner ce soir de ma reprise au travail après un cancer. Je voulais juste vous parler un petit peu aussi de ma maladie. Donc, j'ai été touchée en août 2012 par un cancer dit triple négatif. C'est un cancer très agressif. Et je tenais à en parler parce que souvent autour de moi, on m'a dit « Oh, un cancer du sein, tu sais, ça se soigne bien, t'inquiète pas ». Mais je voulais quand même parler de la lourdeur de tous ces soins. Entre autres, moi j'ai dû donc subir, comme beaucoup de femmes qui sont présentes aussi dans cette pièce, de lourds soins, 8 cycles de chimio, l'ablation du sein et la chaîne des ganglions, et 25 rayons. Quelque temps après, donc, j'ai décidé de faire une reconstruction mammaire et beaucoup de douleurs aussi à travers tous ces soins. Donc en août 2012, je travaille en nuit dans un secteur de soins avec des personnes polyhandicapées. Et auparavant, je travaillais depuis plus de 20 ans en service gériatrie. Quelques mois, je constitue aussi, après tous ces soins, je constitue un dossier de reconnaissance travailleur handicapé. Et donc, j'obtiens donc, le titre de travailleur handicapé. Suite à tous ces soins, j'avais envie de dire qu'après cette notion de mort qu'on frôle de très 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 près, on envisage un nouveau combat à travers la reprise au travail. Et ce statut de malade, pour moi, j'avais vite envie de tourner cette page et de revenir dans ce monde du travail, être quelqu'un, être reconnu et surtout me sentir utile. Parce que quand on est à la maison, on a aussi ce sentiment d'inutilité. Et même si autour de moi, on m'a souvent dit « mais tu as de la chance, tu es à la maison, repose-toi. Et puis en plus, tu as ton maintien de salaire, toi. » Mais non, pour moi, ce n'était pas de la chance. Souvent, je répondais aux personnes « mais tu la veux, ma maladie ?» Il était important pour moi de vite reprendre une activité parce qu'au-delà de tout ça aussi, le fait d'être à la maison, on cogite beaucoup. Et le moindre petit boubot, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon corps, la récidive, qu'est-ce qu'il y a? La peur, elle est au quotidien. Donc, il était important de retrouver ma place, être quelqu'un, être reconnu dans mon entreprise, savoir que j'étais toujours là. Malheureusement, en presque 30 ans de carrière, je ne peux pas dire que j'ai eu beaucoup de contacts avec ma DRH. Mes collègues ont été plutôt présentes, oui, mais ma DRH, malheureusement, pas du tout. Donc, c'est moi qui, un jour, après 1 an et 9 mois d'arrêt, qui décide donc d'anticiper ma reprise. Dans un premier temps, je sollicite ma DRH, donc, qui me dit bien, écoutez, on va solliciter un médecin expert. Je passe devant donc un médecin expert qui valide donc ma reprise sur un mi-temps thérapeutique. À savoir qu'un mi-temps thérapeutique dans la fonction publique, c'est 1 an, pas plus. Et ce médecin expert, oralement, m'informe juste de quelques restrictions médicales. Il me dit, faites attention à votre bras parce qu'on peut avoir un risque de lymphodème. Et puis, ne soulevez pas trop de poids. Faites attention aussi de ne pas vous blesser sur ce bras. Attention, mais ce ne sont que des recommandations orales qu'il me fait. Suite à ça, je reviens chez moi et j'attends, pas de nouvelles. Donc, je sollicite à nouveau ma DRH qui me dit écoutez, vous allez recevoir un courrier, ne vous inquiétez pas. OK. J'ai aussi sollicité la médecine du travail qui m'a reçu, qui m'a écouté, qui a bien pris note de mes restrictions médicales et de mes attentes, entre guillemets. Bon. J'ai eu donc un courrier qui est arrivé peu de temps après, mais sur ce courrier, voilà, on m'a annoncé que je reprenais telle date et sur un service où je savais ce que c'était comme service, et c'était le service où il y avait le plus de personnes avec une charge de poids très importante, beaucoup de manutention à faire. Donc, les angoisses étaient déjà présentes avant la reprise. J'ai repris donc
un jour avec une collègue qui, elle aussi, présentait donc des restrictions médicales. Donc, on était bien lotis toutes les deux. Et donc, non seulement la peur de reprendre était présente, mais c'est rajouté aussi, bien voilà, je devenais une grosse charge pour mes collègues. J'avais, pour le coup, je doutais de tout ce que je pouvais faire, car dès que je voulais faire un acte dans ma fonction, eh bien, je souffrais au niveau de mon bras et de suite, je ressentais mes capacités diminuer. Et puis, j'avais surtout peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Sandra, ben, tu étais aide-soignante, tu faisais ton travail, tu disais rien auparavant, et puis maintenant, ben, je ne peux plus le faire comme à l'époque. Donc, je ressollicite ma médecine du travail, mais à plusieurs reprises même, je l'ai ressollicitée pour faire le point, pour voir avec elle un aménagement, discuter. Elle était toujours à l'écoute. Et elle essayait, à travers ses notes, de faire remonter tout ça auprès de ma DRH. Ça me faisait énormément du bien de me sentir écoutée, parce qu'à aucun moment, ni mes cadres, ni ma direction n'a cherché à me rencontrer pour connaître Sandra dans son secteur d'activité, comment ça se passait. Et puis moi, j'avais un petit peu la peur de me dire... que si j'en parlais trop, peut-être on allait me dire eh bien, vous n'êtes plus capable de faire ce métier, alors envisagez peut-être de faire autre chose. Je n'étais pas prête à l'entendre. La seule personne que j'ai rencontrée au niveau de la direction, ça a été une personne qui s'occupait des formations. Et celle-ci m'a informée qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, il fallait que je fasse un bilan de compétences. Donc, j'ai fait ce bilan de compétences, mais malheureusement, je suis revenue au point de départ parce que ce bilan de compétences a dit en conclusion que j'étais faite pour être aide-soignante. Je n'ai pas trop avancé. Voilà. J'ai quand même tenu donc 4 ans dans ce service avec toutes ces difficultés, le lymphodème, la fatigue... et puis toutes ces angoisses qui me paralysaient au quotidien. Jusqu'au jour où, malgré toutes à travers ma fonction, toutes ces manutentions que je devais effectuer, j'ai aussi subi, de par une patiente, un acte de violence, ce qui m'a occasionné un accident de travail. Et par la suite, donc, cet accident de travail, j'ai eu beaucoup de peur parce que là, je me suis dit, ça porte tort aussi à ta santé. Et vraiment, là, non seulement j'avais toute cette incapacité physique, mais en plus, j'avais la peur d'aller au travail. J'ai pu donc réexprimer toutes ces inquiétudes à la médecine du travail. Et suite à ça, 4 ans après, j'ai pu bénéficier à ce jour d'une reconversion au sein de mon établissement. Aujourd'hui, j'occupe 2 postes à mi-temps. A été mis en place une période d'essai, une période en doublure qui a duré quand même 3 mois. Et ma cadre m'a rencontrée à 3 reprises. J'en arrive là pour vous dire que quand même, malgré tout, et 4 ans après quand même, il y a eu beaucoup d'efforts faits au sein de mon établissement. Un peu tard, certes, mais ils sont là aujourd'hui. Évidemment, j'aurais bien sûr souhaité, et ça a été dit un peu à travers votre introduction, j'aurais souhaité auparavant et pendant ma maladie garder un lien avec mes supérieurs, que ma direction m'informe aussi de ce qui se passe à l'intérieur de mon établissement, que je reçoive les notes de service, par exemple. Et puis, j'aurais peut-être aimé aussi rencontrer une assistante sociale parce qu'à travers la maladie aussi, il y a toutes ces démarches administratives. Et dans la fonction publique comme ailleurs, je pense, il y a plein d'appellations, congé longue maladie, affection longue durée, enfin, tous ces termes, pour moi, c'était vraiment inconnu.
Et j'aurais eu besoin d'une assistante sociale qui me guide. Et malheureusement, je n'ai pas pu avoir tout ça. J'aurais aimé aussi que mon équipe, là où j'ai pu intégrer, soit informée de mes restrictions médicales et de mes incapacités physiques. Tout ça n'a pas pu être fait. Aujourd'hui, oui, mais peut-être un peu tard. C'est pour ça que je suis très contente qu'aujourd'hui, il y a tout ce travail de fait. Et au fond de moi, je garde cette lueur d'espoir. Merci. Eh bien, merci Sandra pour ce témoignage. Nous allons maintenant laisser la parole à Monsieur Maresca. Monsieur Maresca, vous êtes directeur de recherche associé auprès du CREDOC et vous avez travaillé sur la question du maintien à l'emploi, aussi bien dans les entreprises françaises que dans les entreprises allemandes. Et est-ce que vous voulez bien nous faire part des enseignements que vous retirez de cette étude ? Je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir permis d'ailleurs de remobiliser un travail d'étude que j'ai mené il y a 10 ans maintenant, dans le cadre du CREDOC, qui est un centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie des Français, et qui était financé par l'Institut national du cancer sur les questions sociales afférentes à la question du cancer. Ce travail, il a été mené dans des grandes entreprises et c'est intéressant de comparer avec ce qui a déjà été dit sur les petites entreprises, par exemple, où en plus il y a cet écart de 10 ans. On peut espérer que des choses ont progressé dans ce domaine. Et nous avons mené à la fois un travail sur des entreprises françaises, des entreprises allemandes. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne est un pays qui bénéficie d'une structure réglementaire beaucoup plus importante qu'en France, du fait de l'existence de quelque chose qui s'appelle le protocole de réinsertion des travailleurs atteints de longues maladies. Donc ce travail a été mené dans 10 entreprises de secteurs différents. Et je dois dire qu'à entendre le témoignage de Sandra, il est assez proche des éléments que nous, on a pu recueillir auprès de ces entreprises. La grande entreprise est assez différente. En grande entreprise, c'est plus de 1000 salariés, là, en l'espèce. La grande entreprise est très différente des PME, TPE dans le rapport à ces questions. Alors, ce qui est important, c'est que entre la France et l'Allemagne, on a une différence très forte qui est liée au fait qu'en France, il est loin d'être acquis que la question de réinsérer des travailleurs atteints de longues maladies est une responsabilité de l'employeur. Et là, on parle du cancer, mais il faut penser aussi à d'autres longues maladies qui sont très difficiles à réinsérer, comme les maladies mentales notamment. Et alors que en Allemagne, on a un processus qui est la mise en œuvre d'un protocole qui est exigé par la loi auprès de tout employeur. Et il faut savoir, ça c'est un élément historique intéressant, c'est que ce protocole, cette approche, résulte de la guerre de 14-18. Elle a été décidée après la guerre en Allemagne comme une obligation que les employeurs devaient au pays de réinsérer les mutilés de guerre. Et donc, c'est de cette législation-là de 1918 que procède toute l'approche actuelle. Alors qu'en France, quand bien même il y a eu des aides pour réinsérer les mutilés de guerre, ça n'a pas donné lieu à des réglementations. En France, un des points très importants qui ressort des analyses qu'on peut faire sur le terrain, c'est que la longue maladie reste une question qui est cantonnée à la sphère privée du salarié. Il y a une coupure qui est très grande
entre l'entreprise et le salarié dès lors qu'il part et qu'il se retrouve dans une position d'arrêt de longue durée. Et c'est dans le cas du cancer en particulier, du fait que les séquelles ne sont pas forcément, sont rarement visibles, le retour à l'emploi se fait sans qu'il y ait un vrai travail de reconnaissance des pertes de productivité temporaire du salarié. De ce point de vue-là, l'absence d'une réglementation du retour à l'emploi est assez pénalisante. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des différences législatives entre la France et l'Allemagne. Le point important qui a déjà été souligné à plusieurs reprises, c'est la question de la coupure entre le salarié et l'employeur, qui est un vrai frein en France. Alors il faut faire attention que, notamment par rapport aux résultats d'enquête qui ont déjà été donnés par Mosaïque, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle le lien entre le salarié et son entreprise. C'est-à-dire, bien sûr que très souvent, et c'est les chiffres qu'a donné Mosaïque, un lien se maintient entre un salarié et les salariés de son niveau diront, nous, avec qui il a des relations privilégiées. Mais ça n'engage pas un lien, une prise de responsabilité de la hiérarchie, en partie, à commencer par la hiérarchie directe. Donc le point important, c'est l'absence de lien entre le salarié et les niveaux de sa hiérarchie. Bon, et par ailleurs, un point important aussi dans la situation allemande, c'est que quand un salarié revient dans l'emploi, il garde son statut de malade, avec l'amputation d'ailleurs salariale qui est liée à la position de malade pris en charge par l'équivalent de la sécurité sociale. Et dans ce temps où il peut à la fois reprendre en gardant son statut protégé sur le plan médical, avec une obligation d'adaptation des horaires et du poste et de la charge de travail. Alors, si on reprend effectivement ces trois temps qui sont importants, qui sont à la fois l'arrêt de longue durée, la reprise et l'adaptation du poste, on peut se rendre compte que ce qui ne facilite pas le travail de réadaptation à l'emploi, c'est cette coupure forte dans la conception française de l'arrêt de maladie. Et il a une conséquence importante qui est une assez forte discrimination entre les emplois peu qualifiés et les emplois très qualifiés. Il y a toute une échelle, mais la tendance que l'on peut observer, c'est que les salariés qui sont dans des emplois peu qualifiés ont tendance à être dans une coupure complète avec l'entreprise et attendent très souvent qu'à l'issue de leur arrêt de longue maladie, il y ait une procédure de licenciement pour inaptitude. Alors qu'à l'inverse, dans les postes de plus grande responsabilité, le salarié est beaucoup plus préoccupé d'essayer de maintenir son lien avec le poste qu'il occupait, tout en sachant que la probabilité qu'il soit remplacé, qu'il perde éventuellement de ses responsabilités, se trouve à la clé. Et donc il y a des liens qui s'avèrent informels, qui s'avèrent plus importants. En Allemagne, je passe sur le mode de fonctionnement. Le point important, c'est que dans les représentants du personnel en Allemagne, il existe un représentant des handicapés. Du fait que le protocole a institué la position de handicapé comme une position officiellement existante dans l'entreprise, et dans une réforme récente qui date de 2004 et 2006, toutes les maladies de longue durée ont été assimilées à cette position du handicap. Il y a
un représentant des personnels handicapés. Et c'est ce représentant des personnels handicapés qui joue le rôle principal pour faire fonctionner le protocole de reprise de l'emploi. En Allemagne, le médecin du travail a un rôle moins important. Alors, le deuxième temps, c'est le moment de la reprise. Il faut savoir que dans les grandes entreprises, il est très fréquent que le salarié revienne un jour donné et que son service découvre que voilà, ce jour-là, il y a le salarié qui revient et qu'il va falloir faire quelque chose pour essayer de le remettre dans le collectif de travail. Et cette gestion à chaud du retour à l'emploi, elle est très fréquente et elle est en plus fréquente dans les postes les moins qualifiés. Par ailleurs, l'autre façon aussi de réintégrer, et ça concerne particulièrement les cas de salariés atteints du cancer, c'est reprendre le poste comme avant. Et reprendre le poste comme avant, c'est une facilité que tout le monde se donne avec bonne conscience, à la fois avec l'idée que le collectif de travail, d'accord, il réintègre cette personne dans le poste qu'elle occupait, et puis surtout la personne concernée, comme l'a très bien dit Sandra, préfère qu'on ne la regarde pas comme une personne en déficience ou en perte de capacité, et donc va tenter de jouer le jeu du comme avant. Bon. Et en réalité, c'est une assez mauvaise gestion de la question qui rejoint une question plus fondamentale, qui est que en France, finalement, dans l'emploi, la gestion de la perte de productivité, qu'elle soit temporaire ou de longue durée, est une question qui n'est pas réellement posée, aussi bien dans les collectifs de travail très concrètement que dans la gestion RH des grandes entreprises. Bon, si bien que l'autre constat qu'on pouvait faire au moins il y a 10 ans, alors on peut espérer que les choses ont progressé comme le laissent penser les résultats de l'enquête de Mosaïque, c'est qu'il y ait aujourd'hui plus de procédures d'adaptation de poste qu'il n'y en avait il y a 10 ans. En fait, les médecins du travail en France regrettent beaucoup qu'il n'y ait pas de lien suffisant avec les médecins conseils de l'assurance maladie et les médecins soignants pour que un travail se fasse au cours de l'arrêt de longue durée et après les traitements de manière à gérer le rapport entre les séquelles de la maladie et l'aptitude au poste occupé. Bon, ce déficit de lien entre les différents niveaux de la prise en charge médicale sont un problème qui est souvent souligné. De même que, comme ça a été souligné d'ailleurs aussi dans l'enquête Mosaïque, le recours au statut d'handicapé est très peu fréquent en France pour des raisons qui sont beaucoup des raisons de représentation et de déficit d'information, les deux allant de pair. C'est-à-dire qu'en France, on est rétif à l'idée d'être étiqueté handicapé dans l'entreprise. Alors qu'en Allemagne, où donc le processus est généralisé, les malades du cancer sont généralement reconnus avec un taux de handicap de 50% sur quelques années en fonction du processus de reprise. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. 2 minutes, c'est le Pérou. Donc, si on essaye de tirer de ces constats des perspectives, nous, on avait travaillé autour de la question du protocole. Alors, qu'est-ce que veut dire finalement, quelle serait la bonne réponse par rapport à toutes les difficultés rencontrées très concrètement?
Est-ce que l'idée de charte des bonnes pratiques, des recommandations telles que l'a publié d'ailleurs récemment l'INCA, est-ce que inciter les entreprises à adhérer à un pacte comme celui que vous allez nous présenter pour la Haute-Garonne? Est-ce que l'édiction de règles d'or sont suffisantes? On pourrait le penser dans une approche assez pragmatique. Mais tout ça ne règle pas finalement l'enjeu principal du cadre protocolisé, qui est d'instituer le maintien dans l'emploi comme un objectif de politique publique. En fait, alors même que tout le monde considère qu'il est de droit de pouvoir reprendre son emploi une fois que sa maladie est terminée, son arrêt se clôt, la gestion de ce maintien dans l'emploi n'est pas réellement instituée sur le plan réglementaire. Et on peut penser que dans le cadre des malades atteints du cancer, du fait des séquelles peu visibles et du fait aussi du fait qu'on passe souvent la maladie sous silence par peur de la stigmatisation, le handicap de ce manque de protocole est assez important. Alors juste pour conclure, un dernier point, et pour rendre à la Ligue contre le cancer ce qui lui appartient pleinement, on peut considérer que ce qu'elle a édicté des 5 règles d'or pour un retour au travail réussi sont exactement les points que devrait contenir un protocole systématisé, et ce sont exactement les points qui structurent les protocoles allemands. Il y a un autre pays qui fonctionne sur le même principe, ce sont les Pays-Bas. Voilà, si vous voulez avoir plus d'éléments, parce que j'ai vraiment été obligé d'aller très vite, vous avez plusieurs publications, rapports du CREDOC et articles sur le sujet qui ont été publiés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Maresca. Voilà, maintenant nous allons laisser la parole à d'autres acteurs qui sont aussi complémentaires dans le cadre du retour à l'emploi. Et c'est le docteur Hérin, qui est médecin du travail au service des maladies professionnelles et environnementales, qui va maintenant nous parler de son rôle et en quoi consiste l'intervention du médecin du travail auprès des salariés malades. Bonsoir. Alors, merci beaucoup de m'avoir convié à cette table ronde, puisqu'en effet, la question du travail est une question très importante dans la maladie du cancer, puisqu'on sait que c'est un des facteurs favorisant la qualité de vie chez un patient atteint d'un cancer, que ce soit dans la phase active de traitement ou dans l'après-cancer. Alors, quel est le rôle du médecin du travail dans le cadre du maintien dans l'emploi, dans le cadre de la maladie chronique, et tout particulièrement du cancer? Eh bien, c'est surtout de permettre et de favoriser l'activité professionnelle d'une personne, tout en ne compromettant pas, bien sûr, son état de santé du fait de son travail. Et comment il va agir, ce médecin du travail? Eh bien, il va agir en donnant des conseils aux travailleurs, en donnant des conseils à son employeur et en émettant des préconisations. Je crois qu'il ne faut pas voir le rôle du médecin du travail uniquement sous le versant de l'aptitude médicale, c'est-à-dire lorsqu'on revient dans son poste de travail et qu'il émet une aptitude médicale avec ou non des restrictions. C'est plus large que ça, puisque ça va corroborer tout à fait les résultats qui ont été présentés par les études tout à l'heure, il y a quelques minutes, et surtout ces études corroborent également des données de la littérature, indéniablement. C'est que le médecin du travail a un rôle de conseil. Un rôle de conseil très important, notamment, et vous l'avez fait remarquer, sur comment bénéficier d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui permet de bénéficier de systèmes de maintien dans l'emploi, financiers ou organisationnels, de bénéficier d'un temps de travail partiel, du moins une reprise à temps partiel thérapeutique, excusez-moi, et d'autres éléments. Le médecin du travail, pour qu'il soit efficace, et ça rejoint également les propos tout à l'heure, il faut qu'il soit informé de l'état de santé. Et vous avez dit qu'une des plaintes des médecins du travail, c'était d'être informé trop tardivement ou de ne pas être informé du tout.
Et c'est également les résultats des études présentées tout à l'heure. Et en effet, on a des chiffres de l'Institut national du cancer qui montrent que dans un cas sur 10, le médecin du travail a des contacts avec les soignants ou le médecin traitant du patient lorsqu'il y a eu une maladie tel que le cancer, et que dans les mois à venir, il va y avoir une reprise de l'activité professionnelle. Premier point problématique. Deuxième point, il faut donc que le médecin du travail soit informé de la pathologie le plus tôt possible pour qu'il détermine quelles vont être en effet les possibilités de reprise dans l'activité professionnelle, dans l'entreprise, et selon quelles modalités. Et pour cela, il existe ce qu'on appelle la visite de pré-reprise, qui a lieu donc pendant l'arrêt de travail, et aujourd'hui, elle n'est utilisée que dans un quart des cas. Donc ça corrobore également vos données de l'étude. Indéniablement, le médecin du travail n'est pas prévenu, et son équipe, suffisamment tôt de l'état de santé, parce qu'un des freins majeurs au retour au travail, c'est notamment la durée de l'arrêt de travail. Et plus l'arrêt de travail est long, notamment au-delà de 6 mois, plus le retour sera difficile et compliqué, et notamment peu pérenne. Et pour diminuer ce retour au travail, cette durée d'arrêt de travail, on sait également qu'il y a cette problématique de la reprise, et il y a des arrêts de travail qui sont prescrits non pas du fait de l'état de santé, mais prescrits parce que l'entreprise n'est pas en capacité de pouvoir reprendre la personne lorsque le médecin du travail va faire cette visite de reprise. Et ça, c'est terrible parce que c'est un sentiment pour le patient d'un nouvel échec ou d'une nouvelle difficulté qui n'avait pas été prévue. Donc il faut absolument que le médecin du travail soit informé le plus tôt possible pour qu'il mette en place tous les éléments. Autre point important dans le conseil, c'est qu'il doit jouer un rôle de conseil auprès de l'employeur. L'employeur est relativement isolé face à cette question-là. Le médecin du travail est bien sûr soumis au secret médical. Il ne va pas informer l'employeur de la maladie de son employé. Mais par contre, il a un rôle général d'informer l'employeur sur les difficultés que peut présenter tel ou tel patient à son retour au travail et sur les modalités de la reprise. Et je crois que c'est très important. Et aujourd'hui, dans les services de santé au travail, quels qu'ils soient, eh bien, il se développe des cellules maintien dans l'emploi, justement avec ces thématiques d'information, notamment des employeurs. Donc il y a un rôle crucial du médecin du travail et de son équipe pour favoriser le maintien dans l'emploi dans la maladie cancer, indéniablement, que ce rôle il doit être partagé et surtout que pour qu'il soit efficace, il faut qu'il se fasse en pluridisciplinarité. Une coopération avec les médecins de soins, avec les assistantes sociales, vous l'avez dit, c'est très important notamment pour bénéficier de tous ces dispositifs d'aide au maintien dans l'emploi, et également avec l'entreprise pour émettre des restrictions adaptées et surtout évolutives. Je crois que ça c'est très important. On a parfois des médecins du travail qui sont plutôt peureux par rapport à une reprise d'activité professionnelle, ça arrive, parfois d'autres qui sont plus distants par rapport à cette question-là. Pour qu'il soit vraiment efficace, des informations, il faut qu'ils suivent les patients, parce qu'on sait également qu'un quart des patients présentent encore une baisse de leur capacité de travail 5 ans après le diagnostic de cancer, du fait du traitement, du fait de la maladie, et ce caractère est évolutif. Il y a des périodes auxquelles on se sent mieux 1 an après, et au bout de 2 ans, on peut avoir quelques modifications. Donc il faut adapter le poste de travail, et ce, non pas juste à la reprise, mais ce de manière plus longue s'il y a besoin, tout en imaginant bien que l'objectif, c'est bien sûr le maintien dans l'emploi de l'ensemble de ces personnes. Merci beaucoup. Merci docteur pour ces éclairages. Et pour terminer cette table ronde et pour compléter notre tour d'horizon, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Barral et Monsieur Saès de la Sadir Assistance. Donc Madame Barral, vous êtes responsable des services patients et Monsieur Saès, directeur général au sein de la société Sadir. Et vous avez eu à accompagner une salariée dans le cadre de sa réinsertion professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans ce contexte et la situation, ce que vous avez mis en œuvre pour accompagner cette salariée dans le cadre de son retour ? Tout à fait. Alors, quand j'avais discuté avec les équipes de TBS et de la Ligue, que je remercie pour leur professionnalisme et pour leur gentillesse, parce que c'est toujours des choses qui sont agréables, surtout quand elles sont faites en même temps. Donc, le cas de Muriel, c'est une salariée intégrée dans une petite entreprise, une moyenne entreprise. Les ressorts d'une entreprise comme la nôtre, qui est de travailler auprès des patients à leur domicile, c'est des ressources humaines. Donc le flux tendu des ressources humaines, il est réel et il va être tout au long de cette histoire que je vais vous raconter. Donc c'est pas le monde des bisounours, mais ça se passe mieux. Ça répond, Madame la Présidente, votre dernier slide avec des très jolis mots.
Je pense qu'il y a de la bienveillance, de l'empathie, de la solidarité et que ça peut aussi faire fonctionner des entreprises. Donc Muriel découvre qu'elle est atteinte, elle est diagnostiquée d'un cancer, elle va être opérée. Et quelques jours après son opération, alors qu'elle est encore en arrêt de travail, elle m'appelle et elle me dit, écoute, voilà, on part sur 8 cures de chimio, etc. J'ai discuté, je pense que c'est un arrêt maladie de 10 mois. Donc, ouais, en tant que manager, mais aussi en tant que personne, je prends ça et je dis, bah, écoute, prends soin de toi, accroche-toi, on t'attend. Et puis elle me dit, mais tu sais, c'est pas ça que je voudrais. Mais en fait, dans la réalité, pour une petite entreprise comme la nôtre, des arrêts itératifs d'une semaine parce qu'on est fatigué, c'est très désorganisant parce que nos personnels sont formés, ils ont de l'expérience, c'est pas un métier qu'on apprend comme ça. Et du coup, souvent, on ne va pas remplacer parce que pour une semaine, on ne remplace pas. Et puis, ça va désorganiser. Et ce qui est au cœur de toute cette histoire, ça va désorganiser un service dans lequel Muriel, à l'époque, est extrêmement intégrée. Et elle se dit, moi, je ne peux pas faire ça à mes collègues. Donc, je suis avec ça et je dis, bah, écoute, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on est manager et on va voir le chef pour chercher une solution dont on sait que la solution, elle a un coût économique et que c'est pas rien pour une entreprise. Donc voilà, j'ai eu une discussion avec la direction de l'époque et j'ai dit, voilà, moi j'ai une solution à proposer. On prend un remplacement pour 6 mois. Comme ça, Muriel, elle est là. Super. Elle n'est pas là, l'équipe n'est pas désorganisée. Et elle continue à mener son combat contre la maladie en sérénité. Je crois que ça a été un mot qu'on a prononcé souvent, dans le calme, en se disant, bah, si je ne suis pas là, ce n'est pas mes copines qui vont se prendre tout le travail. Ou si je reviens, je ne vais pas me retrouver avec une demi-tonne de dossiers à traiter parce que ça n'a pas pu être fait. Et puis la direction a accepté. D'où ces mots qui me semblaient, parce que ça a été une direction, à ce moment-là, solidaire, bienveillante et empathique. Et bah, du coup, tout bonheur pour le manager, parce que Muriel a été très peu absente. Alors, je ne suis pas Madame Irma, je ne sais pas ce qui serait passé si Muriel s'était arrêtée 10 mois, au niveau de son corps, de sa maladie et de la réussite dans sa guérison de 5 ans maintenant. De sa rémission de 5 ans. Mais en tout cas, je pense que ça a été un apport, et je pense que ça a été même un apport pour le service, parce qu'il y a des liens déjà forts qui ont continué à se tisser et qui se sont retissés. Et pour l'entreprise, ça a été, à l'arrivée en tout cas, de garder une salariée formée, compétente, exigeante, avec tout le monde, avec son travail, avec son chef, et qui a fait avancer l'entreprise. Donc ce que je veux exprimer, c'est qu'il peut y avoir aussi des rapports gagnant-gagnant dans ce genre de choses, et que quand j'entends le témoignage de Sandra, je me dis c'est dommage d'avoir attendu 4 ans, quoi, parce que à l'arrivée, le contrat gagnant-gagnant, il y était. Mais après, je suis consciente des problématiques économiques et je ne sais pas si ça peut se mettre sur toutes les entreprises. En tout cas, c'est cet exemple. Et pour moi, ça a été, voilà, c'est aussi personnellement en tant que manager une belle expérience. Merci Muriel. Ben, écoutez, merci à tous et à toutes pour ces beaux témoignages, ces belles expériences et votre retour d'expérience sur ce sujet. La parole est maintenant à l'assistance. Voilà, nous sommes preneurs de vos questions, de vos remarques, de vos observations, vos vécus. Merci. J'avais une question pour vous, docteur. Vous avez dit que le médecin du travail doit être prévenu, mais par qui? Par le salarié ou l'employeur ou... Par le salarié. En effet, lorsqu'il y a un arrêt de travail, normalement, il n'y a plus de lien réglementaire, je dirais, entre le salarié et son employeur. Et donc, le médecin du travail ne peut être informé que par le salarié. Et c'est dans le cadre de la visite de pré-reprise qui se demande soit par le salarié lui-même, soit par son médecin traitant, ou encore par le médecin conseil de la sécurité sociale lorsqu'il relève du régime général.
Et du coup, la visite de pré-reprise, comment on fait pour anticiper Eh bien, en fait, je crois que c'est difficile, bien sûr, de penser à cette question-là lorsqu'on est dans la phase active de traitement, sous le poids du traitement et après l'annonce de la maladie. Mais indéniablement, je crois que plus la question du travail est prise tôt, plus le retour au travail est précoce et réussi. Et pour prendre cette question tôt, il ne faut pas hésiter à en parler rapidement à son médecin du travail et donc en sollicitant une visite auprès de son service. Lorsqu'on est en capacité, bien sûr, de pouvoir le faire. Et plus la distance est importante entre cette visite et le retour, mieux le retour se fera. Merci. Bonjour, je voudrais féliciter les étudiantes de TBS pour la qualité de leur travail. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez réussi, sur l'échantillon de 102 répondants, à établir une relation entre la taille de l'entreprise et le succès de la reprise? Alors déjà, juste une petite précision, ce qui a été quand même un sujet qui nous a énormément interpellés dans le cadre de cette étude, c'est qu'on a eu énormément de mal à solliciter les managers de TPE-PME. Il faut savoir qu'à la base, on avait un objectif de 240 répondants et on a hélas eu que 102 retours, donc ce qui effectivement a un petit peu été frustrant pour nous parce qu'on avait besoin d'un peu plus de volumétrie pour pouvoir peaufiner le résultat de notre étude. Et donc j'ai laissé Karen sûrement évoquer plus que moi ce détail du sujet. Au niveau statistique, non, on n'a pas pu valider l'hypothèse. Par contre, après, concrètement, il y avait un lien, mais qu'on ne pouvait pas valider. Mais on voyait quelque chose que dans les petites entreprises, la réinsertion était plus compliquée. Mais on peut pas vous le dire, enfin, on peut pas vous le valider scientifiquement parce que le test statistique n'a pas permis, mais on sentait quand même quelque chose. Si je peux juste ajouter un petit point un des éléments d'enseignement de l'étude qu'on a menée, et notamment dans la situation allemande où il existe un protocole où donc les choses sont toutes bien réglées. En réalité, on constate que les entreprises en font plus ou moins bon usage et qu'on trouve en Allemagne, comme on trouve en France, des entreprises, et surtout dans des grandes entreprises, qui font assez systématiquement du licenciement pour inaptitude parce qu'elles n'arrivent pas, compte tenu des contraintes de productivité, à réinsérer les personnes. Bon. Et moi, j'ai l'exemple, comme Sandra l'a expliqué, j'ai l'exemple d'un grand hôpital qui réintègre très très mal les aides-soignants et infirmières atteints de cancer, pour ces raisons-là. Monsieur, madame. Bonsoir. Une question au docteur Hérin encore, qui rejoint un peu... La visite de pré-reprise. Lorsque, dans le cas où le contrat de travail s'est arrêté pendant l'arrêt maladie, donc en ALD et après en arrêt maladie, le nouvel employeur devient Pôle emploi. À la fin de l'arrêt maladie, qui fait cette visite de pré-reprise qui peut vous dire que vous pouvez reprendre ou pas, ou habitant thérapeutique ou pas, enfin voilà. Alors c'est une très bonne question. En effet, lorsqu'on est demandeur d'emploi, entre guillemets, le statut de demandeur d'emploi, eh bien, il n'y a pas de médecine du travail. La médecine du travail est réservée aujourd'hui aux salariés et aux fonctionnaires. Donc il n'y a pas de médecine du travail. Lorsqu'on bénéficie d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, on peut bénéficier de dispositifs, notamment auprès de Cap Emploi, qui peut disposer de médecins qui peuvent favoriser ou annoncer ceci. Mais il existe dans chaque CHU en France un service qu'on appelle donc le service de santé au travail ou service des maladies professionnelles dont je suis issu, donc je vais faire un petit peu de pub, dont le rôle est indéniablement aussi de faire du maintien dans l'emploi, en tout cas du conseil dans le maintien dans l'emploi, et déterminer en effet, excusez-moi le terme, c'est un terme assez vilain, mais qui est la réalité, les capacités restantes physiques et psychologiques après une maladie, quelle qu'elle soit, et la compatibilité encore possible avec la formation initiale ou l'envie de faire quelque chose, et donc s'orienter dans une voie qui est compatible avec l'état de santé, et non pas une voie qui pourrait être dont on pourrait avoir envie, mais qui ne serait pas tout à fait adapté à l'état de santé. Donc dans chaque CHU en France, il existe un service dédié à ça, indépendamment de la médecine du travail pour les salariés et les fonctionnaires. Merci.
Alors du coup, j'ai une question. Si moi je suis RH ou je suis manager et quelqu'un de mon entreprise ou de mon équipe m'annonce qu'il est atteint d'un cancer et qu'il va falloir mettre des choses en place, vers qui je vais pouvoir me tourner, un organisme, peut-être la Ligue, je ne sais pas, pour me faire correctement accompagner, savoir comment réagir, savoir qu'est-ce que je dois faire pour que ça se passe bien. Et au-delà de ça, est-ce que la Ligue ou d'autres organismes interviennent au niveau des formations, carrément RH est-ce que les étudiants qui font des études dans tout ce qui est RH et tout ça, est-ce qu'il y a des interventions qui sont prévues auprès des futurs RH? Alors on ne se connaît pas, mais je pourrais déjà vous dire que je vous aime beaucoup. Merci. Parce que vous posez de bonnes questions. Alors oui, la Ligue contre le cancer peut accompagner, bien sûr. Après, ce que vous avez dit sur les RH, oui, je pense qu'au niveau des formations RH, ça serait peut-être une action que la Ligue pourrait mener. Bon, pas tout de suite, parce que là, on va lancer un programme qui va nous prendre du temps. Mais le constat qu'on peut faire, c'est que les managers, enfin les ressources humaines plus exactement, dans leur formation, il n'y a pas les maladies comme le cancer. Il y a le handicap au sens large, mais la pathologie cancer, c'est un gros morceau, quoi. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à comprendre pour en parler, pour dérouler tout ce que chacun d'entre vous a dit, pour être en contact avec des patients, il faut savoir de quoi on parle, tout simplement. Donc ça, c'est vrai que c'est une mission qu'on aimerait avoir, un plaidoyer qu'on aimerait avoir pour peut-être rajouter aux formations RH une intervention de la Ligue, parce que nous avons une école de formation à la Ligue contre le cancer, mais qui n'est pas payante, qui est dédiée aux bénévoles, donc ça pourrait être rajouté dans le cadre des formations des écoles qui le souhaitent. Donc ça, c'est possible. Et ensuite, dans quelques temps, nous allons vous présenter dans la soirée ce que la Ligue met en place, le programme d'action cancer tout employeur, où là, on va pouvoir vous donner des outils pour les managers, pour les employeurs, et être aussi un maillon entre le salarié et l'entreprise. Parce qu'en fait, ce qui est important pour nous, ça n'est pas de stigmatiser les entreprises. Ça, pour moi, c'est important, ni les managers, ni les RH. Ce qui est important, c'est juste d'ouvrir une porte en disant, voilà, vous n'êtes pas parfait, mais nous non plus. Les formations ne sont pas forcément aussi complètes qu'on le voudrait, mais on peut vous soutenir, vous accompagner, vous donner les clés parce qu'on a l'expertise. Parce que les patients, ça fait 100 ans que la Ligue existe, 60 ans que notre comité existe. En ce qui me concerne, 14 ans qu'on accueille des patients, et du coup, au bout d'un moment, on commence à comprendre quelles sont les brèches et comment on peut les combler. Donc l'idée, c'est vraiment de tenir la main à l'entreprise, de donner des outils. Grâce aux étudiantes, nous en avons aussi de notre côté que l'on a mis en place. Et donc, on va pouvoir concrètement essayer d'apporter des solutions et vous soutenir. Et ça sera une deuxième étape, en effet, d'essayer d'intégrer les écoles de formation sur ceux qui le souhaitent. Dans le cadre de l'école de la Ligue, peut-être, d'avoir un module supplémentaire, connaissance de la pathologie cancéreuse, management d'une personne touchée par une pathologie cancéreuse, etc. Merci. Moi, j'avais juste une petite remarque complémentaire par rapport aux interventions qui viennent d'être faites, et notamment quand vous dites qu'il ne faut pas stigmatiser les entreprises. C'est vrai qu'on se fait une idée que la prise en charge de la maladie, quand on est dans une toute petite structure, une toute petite TPE ou PME, il y a le lien qui se fait plus facilement parce que voilà, il y a moins d'employés. J'étais un petit peu surprise par le résultat. Alors bon, il y a les limites de l'enquête, le taux de réponse et le type d'entreprise que vous avez sondé. Mais ma question, elle s'adressait plus à vous qui avez l'habitude de travailler avec des salariés qui ont été atteints d'un cancer. Et dans le cadre d'une reprise à l'emploi, on s'imagine la grande entreprise avoir mis en place à l'intérieur de son entreprise un code, des bonnes pratiques, de bonne conduite. On se dit c'est certainement plus codifié. Donc là, le retour à l'emploi doit peut-être être plus simple. Et en même temps, on se dit dans la petite entreprise, il y a ce lien humain qui compte, la proximité. Quand un salarié est malade dans une petite entreprise, les copains, les collègues vont prendre contact avec lui, soin de lui. Voilà. Et moi, je voulais savoir si vous aviez une vision là-dessus à nous apporter sur le fait que c'est peut-être plus facile ou plus difficile de retourner dans l'emploi après la maladie selon qu'on est issu d'une entreprise d'un type ou d'un autre, quoi. Alors, ce qu'on sait, c'est que dans les grandes entreprises, il y a des DRH. Ça, on le sait. On sait aussi que leur formation n'est pas complète, ce que je viens de dire. Donc forcément, ils partent un peu pénalisés. Ils ont beau être là, ils ne connaissent pas forcément le cancer. Pour autant, il y en a qui, comme vous et moi, ont eu la malchance d'avoir quelqu'un touché de près ou de loin par le cancer. Du coup, ils vont être
ou pas sensibilisés. Ça reste des individus, ça reste du lien humain d'accompagner quelqu'un qui souffre, ça reste essentiellement ça. Oui, il y a des outils qui ont été évoqués, oui, il y a les assistantes sociales, etc. On ne demande pas au RH d'avoir toutes les casquettes. La seule chose qu'on demande, c'est d'avoir suffisamment de sensibilité, d'empathie et des outils ou des liens à dégainer quand il arrive au bout de ses limites. Ça arrive à tout le monde, et dans les grandes entreprises comme dans les petites. Dans les plus petites entreprises, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de RH. Donc du coup, oui, ils savent en effet plus rapidement quand un patient, salarié patient est là. Pour autant, ils n'ont pas forcément les outils. Donc ils ont un peu de mal à conseiller. Donc c'est vrai que ça nous paraissait pertinent d'aller vers les TPE-PME dans le cadre du programme, parce que justement, eux, on sait que ce kit qui vous a été présenté, ces recommandations de bonnes pratiques, ils pourront les appliquer et ça va les aider. Ensuite, je pense que pour les grosses entreprises, il faut aller plus loin, parce qu'il y a des démarches RSE, il y a vraiment des programmes approfondis qu'on peut mettre en place dans les entreprises parce qu'ils en ont les moyens. Alors je ne parle pas de moyens pécuniaires, je parle de moyens humains, parce qu'ils ont des RH qu'on peut accompagner. Je ne dis pas former volontairement parce que à la Ligue, on n'est pas prétentieux, on n'est pas là pour former. L'école de formation, oui, mais nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour informer, accompagner, faire de l'échange de compétences et d'expertise. Donc voilà, pour répondre à votre question, pour nous, la différence fondamentale, elle est là. Juste pour compléter par rapport aux résultats de notre étude et ce que nous on a pu voir effectivement au contact des managers TPE-PME, puisque c'est eux effectivement qui étaient la cible de notre étude, c'est que ces managers-là sont souvent à la fois salariés et chefs d'entreprise, donc ils ont aussi du mal à prendre de la hauteur sur ce rôle de RH qu'ils ont souvent appris sur le tas et sans avoir de formation dédiée. Et comme ça a été aussi évoqué, il y a un énorme aspect financier aussi, qui fait que souvent c'est un énorme frein pour eux, donc ils aimeraient beaucoup pouvoir accompagner aussi leurs salariés, leur donner du temps, mais malheureusement du temps souvent ils ne l'ont pas parce que c'est un coût financier aussi pour eux, et sur une entreprise vraiment de toute petite taille, on est aussi confronté à des structures où il y a 2 ou 3 salariés, donc oui, de la prise de poste en l'absence d'un salarié qui est malade. Je vais laisser la parole à monsieur qui essaye depuis quelques... Non, mais je prends la parole, mais effectivement, la question que je voulais poser, la réponse, on l'a eu en partie avec la question précédente. C'est le fait, si vous voulez, qu'on est toujours surpris par la fréquence d'apparition du phénomène. Le cancer, qui est un phénomène, il y a des chiffres qui ont été donnés, qui sont immenses, et en même temps la précarité des réponses par rapport à un problème qui, très bien illustré par l'expression de Sandra, le retour au travail, les conditions du retour au travail sont une condition déterminante certainement de la réinsertion sociale, professionnelle, familiale et de tout ça. Alors, en l'absence de comportements qu'on peut attendre, dont on peut attendre des changements au niveau de l'entreprise, la question c'était: qu'envisage la Ligue en termes de substitution momentanée ou même à plus long terme par rapport à cette problématique, la réinsertion professionnelle des personnes touchées par la maladie? Mais c'est une question à large spectre. Suite au prochain épisode de la conférence. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir? Bon, écoutez, madame. Merci. Je voulais juste donner une petite anecdote pour les petites et moyennes entreprises. Je fais partie, moi, d'un groupe international, donc un gros groupe. Je suis moi-même malade, je suis manager et en reprenant mon poste, je n'ai pas été accompagnée par mes ressources humaines. Donc voilà, il y a aussi du boulot à faire dans les grandes entreprises. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Et il ne faut pas oublier non plus, on parlait du management et de sensibiliser les managers, sensibiliser aussi les équipes, c'est important. Merci. Alors, dernière question et après on passera à la présentation Alors, du pacte. Moi, je suis directrice d'un EHPAD, donc d'une trentaine d'agents et 50 lits. Et vous avez parlé de moratoire, mais il y a aussi des autorités qu'il va falloir sensibiliser aussi de manière très, très forte. Ce sont les autorités de tarification, conseils départementaux, ARS, parce que je pense que, là je vous rejoins monsieur, le cancer, c'est pas, on en parle depuis des années malheureusement, mais aucune aide.
aucune question là-dessus n'est traitée. Et nous avons tous des contraintes, malheureusement. Vous avez parlé des contraintes financières, mais oui, parce que moi, la première, je veux dire, autour de moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont eu de cancer. Mais lorsqu'on nous oppose, malheureusement, une vision économique et financière de l'humain, alors, bon, on l'a vu et on a entendu toutes les problématiques autour des EHPAD. Il y a le cancer, il y a aussi d'autres maladies. Malheureusement, chez les aides-soignantes, vous êtes aussi touchés par beaucoup d'autres problématiques de santé. Et là-dessus, il y a un vide viscéral. Donc, quand on embauche des personnes, moi, je rêve de mettre un doublon avec d'autres AS quand elles arrivent à être exténuées, parce que le métier devient de plus en plus difficile. Et je crois qu'il va falloir quand même que cette société arrive à ouvrir les yeux sur un vieillissement de notre population avec des pathologies de plus en plus lourdes et avec un personnel qui est vieillissant aussi. Et donc là, il y a une totale inadéquation entre ce qui est en train de se faire. On est dans un système de ciseaux et avec en plus le cancer qui aujourd'hui malheureusement aussi s'impose. Voilà. Merci. Donc maintenant, on va passer la parole à la Ligue contre le cancer. Merci à vous en tout cas de toutes ces interventions. Je sais pas. Elle est là. Je vous laisse. Alors, merci. Alors, quelques-uns d'entre vous ont été un petit peu impatients et voulaient savoir ce que la Ligue contre le cancer pouvait mettre en place dans le cadre de ce programme d'action cancer tout employeur. Alors, il fut un temps où ça s'est appelé toute entreprise et maintenant ça va s'appeler, ou ça s'appelle tout employeur. Et j'étais particulièrement contente parce que tout à l'heure, vous l'avez peut-être pas vu, mais il y avait Monsieur Alves qui représente la mairie et la métropole et qui nous a dit qu'il aimerait vraiment que la métropole et que la mairie puissent signer cette convention pacte pour que nous puissions mettre en place nos interventions au sein des collectivités. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de bénéfique pour tous. Alors, avant de vous présenter le programme, on a un petit témoignage qu'on va essayer de faire marcher. Ouais, c'est bon. Et ensuite, je vous présenterai le programme. Je m'appelle Dominique, j'ai 48 ans. J'ai eu un cancer du sein en 2014. Moi, j'ai beaucoup souffert du regard des autres parce que je me sentais stigmatisée par le fait d'être reconnaissable en tant que malade d'un cancer. Parce que mon physique a tellement changé, c'était vraiment très dur pour moi. J'appréhendais beaucoup le regard de mes collègues. Et non seulement le regard, mais aussi leur réflexion. Donc c'est important en fait, c'est de réfléchir à, ok, mon cancer, est-ce que j'en parle ou pas? Est-ce que j'ai envie d'en parler? Et puis si j'ai envie d'en parler, à qui j'en parle? Donc parmi mes collègues, est-ce que j'en parle que à mon manager? Ou est-ce que j'en parle aussi à mes collaborateurs? Ou est-ce que j'en parle même à mon N+2? Et puis si j'en parle, comment j'en parle? Qu'est-ce que j'en dis? J'ai informé mon chef direct, mon supérieur, avec qui je m'entends très bien. Et c'est lui qui a communiqué ensuite à l'ensemble des collègues ma maladie. J'ai préféré ça, j'ai pas voulu... non, j'aurais été incapable de le faire moi. Et il m'a aussi toujours demandé l'autorisation sur quoi il pouvait communiquer. Donc je lui disais, voilà, maintenant je vais faire ça, je suis dans telle et telle phase, etc. Et il me demandait, est-ce que je peux en parler aux collègues? Est-ce que tu es d'accord que je formule ça comme ça? Et puis il me demandait aussi, est-ce que tu es d'accord que... comment j'en parle aux collègues et comment j'en parle aux clients? Est-ce que tu veux que je leur dise que tu es absente et c'est tout? Ou est-ce que tu veux que je leur dise que tu es absente pour une durée indéterminée pour maladie? Comme ça, il a fait la communication à ma place aussi. On ne peut pas tout faire soi-même. Il faut aussi se faire aider et s'appuyer sur les autres. Et mon objectif, en fait, c'est d'essayer de les aider à puiser les ressources
que ces personnes ont en elles pour justement rebondir en fait. C'est de réveiller en elles leur capacité de résilience. Elle m'a dit comment vous envisagez votre premier jour de retour au bureau. Et en fait là j'ai compris qu'il ne faut pas y aller la fleur au fusil, mais il faut avoir quand même un petit scénario déjà en tête, comment ça va se passer. On revient à un endroit où on a travaillé, où on a passé une grande partie peut-être de sa vie auparavant, et on n'est plus la même personne. Et le décor, les personnes n'ont pas changé. Mais on voit les choses avec des yeux différents. Finalement, le premier jour, en rentrant au bureau, bien sûr, j'ai pleuré, j'étais envahie d'émotions, il y avait plein de choses qui remontaient, qui ressurgissaient. Et là, c'était bien d'avoir un discours réfléchi. J'ai voulu quand même faire part du fait que j'ai été malade, que c'était une maladie grave, et que maintenant j'allais bien. Et je voulais aussi couper court à toute autre discussion après. Le cercle proche, j'expliquais un petit peu mon parcours, je donnais des conseils éventuellement, comme voilà, aller régulièrement au dépistage du cancer du sein. Et après, le cercle un petit peu plus large, j'avais ma petite phrase qui expliquait pourquoi j'ai été absente et que j'étais maintenant de retour. Et puis il y a le cercle encore plus large, bon voilà, rien du tout. Ouais. Si la personne vient en fait avec des idées, c'est super intéressant pour le manager. Et puis c'est aussi intéressant pour la personne, parce que du coup elle se sera posé des questions sur ses envies. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui ne se sont jamais posé ces questions-là, sur de quoi j'ai envie, tout simplement. Le bénéfice que j'ai retenu était que j'ai été préparée, du coup plus sereine, du coup plus rassurée, et, plus zen, plus en accord avec moi-même. Après, c'était finalement facile. Il faut réfléchir avant. Mais après, c'est facile. Alors ces petites vidéos, c'est un échantillon de vidéos qu'il y a sur une plateforme que la Ligue a créée autour du cancer et de l'emploi. L'idée, c'était de faire un petit peu une transition entre les témoignages que vous avez entendus sur le monde de l'entreprise, revenir, le retour à l'emploi, dont on va parler dans le cadre du pacte, mais aussi l'accompagnement ce que moi j'aurais appelé, ce que j'appelle le salarié patient. Alors il ne faut pas que ce soit mal pris par les personnes que j'appelle salariés patients, c'est juste... Pour moi, le salarié patient, la personne qui a eu un cancer et qui revient dans l'emploi pendant cette période de retour à l'emploi. On n'est pas salarié patient toute sa vie. Mais pour nous, ça nous permet d'identifier mieux les personnes lorsque l'on échange. Alors, à la Ligue contre le cancer, ce qui nous a paru intéressant, c'était d'une part d'accompagner les salariés patients dans leur période où ils sont patients, de les aider à faire ce que cette dame a fait, c'est-à-dire à réfléchir à sa maladie, à comment on veut en parler, qu'est-ce qu'on fait de cette parenthèse dans le curriculum vitae, parce que des fois on est dans la quête d'emploi, on ne revient pas forcément dans son ancien job, donc qu'est-ce qu'on en fait, à qui on en parle, comment on le verbalise, comment on l'accepte. Donc ça, ce sont tous les soins de support que la Ligue propose qui permettent aux patients de faire ce travail, avec nos psychologues, mais aussi avec notre partenaire Marie-Jules RH, et je remercie Isakia de les représenter et d'être là ce soir. Nous avons mis un programme d'accompagnement dédié à la réinsertion et à la réorientation professionnelle des personnes touchées par le cancer. C'est très important. Nous les aidons à se reconstruire dans cette période après-cancer et à revenir dans l'emploi. Donc ça, pour nous, c'est le cœur même de la Ligue. L'aide au retour à l'emploi au travers des soins de support, c'est important, c'est indispensable. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il fallait absolument aller dans l'entreprise. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit parce que ça a été merveilleusement dit, mais on a tous entendu que quand même, il y avait quelque chose d'important, c'est qu'il fallait que les personnes qui accueillent, les RH, les collaborateurs, les managers, etc., devaient savoir ce que c'est que le cancer. Parce que le cancer, c'est un mot que tout le monde connaît, qui fait flipper tout le monde, qui est source de perte de cheveux, de fatigue, de mort, de plein de choses. Mais au final, les gens ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a plusieurs cancers, ils ne savent pas qu'il y a plusieurs
pas de gravité parce que tous les cancers sont graves et lourds à assumer et à porter, mais ils ne connaissent pas les conséquences. Ils ne connaissent pas les handicaps qui sont souvent invisibles. On en a parlé tout à l'heure, mais ces handicaps invisibles, ils durent un moment et ils sont bien présents. Donc nous, ce qu'on souhaite faire à la Ligue, c'est vraiment accompagner les entreprises pour qu'elles soient mieux informées. Donc l'idée, c'est de sensibiliser les managers, les RH, les collaborateurs à la maladie, en prenant un exemple d'un parcours avec une durée à peu près de moins d'un an, de 8-9 mois de moyenne, et d'expliquer quel est ce parcours et quelles sont les conséquences, les handicaps invisibles que vont rencontrer les salariés patients. Ensuite, on va déployer des actions de prévention et de promotion des dépistages dans les entreprises. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, toute entreprise doit se soucier de la santé de ses salariés. Donc nous, au travers de ces actions de prévention et de promotion des dépistages, on ne parle pas directement du cancer, mais quand même un petit peu. On fait de la prévention, on fait connaître la Ligue, ça nous permet de montrer aux salariés et aux managers ce que l'on fait comme accompagnement, puisqu'on fait beaucoup de soins de support, et au travers de ça, petit à petit, on va déposer des petits cailloux pour expliquer que la lutte contre le cancer, ça passe par un accompagnement. Mais pourquoi ils font de l'esthétique ? Pourquoi ils font de la réflexologie ? Pourquoi ils font de l'aide au retour à l'emploi ? Pourquoi ils ont des psys ? Pourquoi ils ont des diététiciens ? Pourquoi ils font de l'activité physique adaptée ? Parce que quand on a un cancer, on est démuni. Parce que quand on a un cancer, il y a beaucoup de choses qui se déglinguent. Il n'y a pas que le diagnostic, ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà de l'arrêt des traitements aussi. Ça va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et nous, on est là pour accompagner, pour sensibiliser. Pourquoi ? Pas pour donner des leçons, ça non, mais par contre pour transmettre notre expertise du fait d'avoir entendu la parole des patients. Tous les patients qui franchissent la porte de la Ligue ont un entretien d'accueil qui nous permet de faire le point avec eux sur leur situation, où est-ce qu'ils en sont, pour leur faire connaître la Ligue, tout ce que l'on peut faire, comment on peut les accompagner, pour solliciter nos partenaires aussi qui peuvent accompagner, pour faire des liens avec les personnels médicaux, avec la médecine du travail, etc. Et ça, c'est très important. Donc tout ça, ça nous permet, au travers de ces actions de prévention et de promotion des dépistages, de présenter la Ligue sous tous ses angles. Pour nous, je vous le dis tout de suite, pour les managers et les RH qui sont là, généralement, quand on dit on va venir vous parler cancer à emploi, vous nous dites pop, 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 nous on sait le faire, ou pop, 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 nous on n'en a pas chez nous. Si, vous en avez, et si, vous avez besoin d'être accompagné et d'être informé. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On vous propose la prévention et la promotion des dépistages, c'est moins dur, mais au final, on finit par garder le pied dans la porte et venir vous expliquer que nous, on peut vous expliquer comment accueillir des patients salariés le mieux possible. Et vous avez souvent peur qu'ils repartent, parce que, le cancer, ça génère de la fatigue, des troubles cognitifs, etc. Mais le meilleur moyen pour qu'un salarié patient reste un salarié tout court, c'est de l'accueillir bien, d'essayer d'aménager son temps, et c'est pas forcément très compliqué. La première des choses, c'est de communiquer. Moi, je suis effarée de voir à quel point il y a un manque de communication entre les responsables des entreprises, les employeurs au sens large, c'est pas que les entreprises, et les personnes touchées par une maladie. Parfois, les choses peuvent se régler très simplement en parlant, en disant juste, voilà, j'ai de l'appréhension de revenir voir mes collaborateurs, pas de problème. On appelle la Ligue va venir, elle va rencontrer les collaborateurs, elle va expliquer le parcours, elle va soit parler de la personne si elle nous l'autorise, soit parler au sens large pour un petit peu faciliter ce retour. Donc ça, c'est des missions importantes pour nous. Ensuite, on veut lever les tabous et faire changer le regard sur la maladie. On veut construire ensemble une collaboration. C'est fort pour nous. Alors, ce qu'on nous a dit quand on a rencontré certaines entreprises, c'est nous, le cancer, on n'en a pas chez nous. C'était pas des petites entreprises. Bon, on a dit ok, d'accord, vous pouvez le croire si vous avez envie, très bien, mais si. Et du coup, on nous a dit aussi, non mais attendez, moi mes salariés, je les connais pas tous, et je sais pas si il est suivi en arrêt maladie longue durée, pour un cancer ou pas, c'est pas marqué sur son front, je vais pas aller lui poser la question. Bien sûr, pas de souci. Alors venez porter les valeurs de la Ligue contre le cancer, affichez-les dans vos entreprises, mettez un trophée, mettez un diplôme, comme quoi vous portez les valeurs de la lutte contre le cancer, et que si un salarié est touché par la maladie et qu'il a envie de venir vous voir, il n'aura pas peur d'être licencié, il n'aura pas peur d'être bafoué, il n'aura pas peur d'être mis de côté. Il sera soutenu parce que vous aurez un partenaire qui pourra vous accompagner dans cette démarche. Nous, c'est tout ce que nous demandons, c'est être associés, que vous veniez porter les valeurs de la Ligue et que vous nous permettiez d'intégrer votre entreprise pour pouvoir vous soutenir dans vos actions. On n'est pas là pour dire nous, on est très fort, on sait tout faire. On veut juste essayer de travailler avec vous pour améliorer les choses. Et généralement, ça marche. Voilà ce que l'on propose au niveau du pacte. Et pour ça, j'ai perdu mon petit machin. Et pour ça,
nous avons des partenaires, parce que tout seul, ça ne fonctionne pas. On sait faire plein de choses à la Ligue, mais on ne sait pas tout faire. Donc du coup, on a la CARSAT qui est partenaire, tout simplement parce qu'ils ont des outils pratico-pratiques, comme l'essai encadré, par exemple, qui permet aux salariés de tester son emploi après 8, 12, 15 mois, comme vous l'avez dit, plus c'est long, plus c'est dur, de revenir et de tester pendant 3 jours, c'est pris en 3 jours consécutifs ou par demi-journée non successive, tester son poste. Ces 3 jours, c'est pendant l'arrêt maladie. Donc ça, c'est hyper important, c'est pendant l'arrêt maladie et c'est pris en charge par la CARSAT et par la CARSAT. Et donc c'est une convention entre l'employeur, le salarié et la CARSAT. Donc ça, c'est des choses que personne connaît, que très peu de RH connaissent et qui fonctionnent très bien parce que ça permet de reprendre le contact. Pareil pour la pré-reprise. Bien entendu, ça n'est pas suffisamment utilisé, mais c'est complémentaire. Il y a aussi le contrat dont le nom est horrible, mais c'est comme ça. Le contrat de rééducation à l'emploi, en fait, ça se substitue au contrat de travail du salarié pour qu'il puisse venir se remettre à niveau s'il a été absent pendant longtemps et qu'il a un poste qui nécessite de réactualiser des compétences. Ça permet de les réactualiser. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes partenaires de la CARSAT. Pareil pour Cap Emploi, bien entendu, puisque toutes les personnes ne sont pas en poste quand elles sont touchées par la maladie. La structure de dépistage DOC 31, dépistage organisé des cancers 31, tout simplement parce qu'ils sont partenaires, parce qu'ils interviennent avec nous dans le cadre de la prévention et de la promotion des dépistages, avec notamment Richard Lepec, le directeur de la coordination de DOC 31. Marie-Jules RH, je l'ai cité tout à l'heure. Alors, Marie-Jules n'intervient pas forcément dans le pacte au sein des entreprises, mais nous avions été pionniers avec Marie-Jules en 2011 dans la création d'un accompagnement donc, dédié aux patients qui souhaitaient se réinsérer ou se réorienter professionnellement. Par exemple, une manipulatrice radio qui ne pouvait plus déplacer les appareils, qui ne pouvait donc plus exercer son emploi. On peut l'accompagner. C'est la Ligue qui finance ces accompagnements pour trouver un autre type de job, pour faire un bilan de compétences. Donc ça a beaucoup de succès, ça fonctionne bien. Et donc on est partenaire avec Marie-Jules RH et on a lancé également, on va lancer en janvier ce type d'accompagnement pour les 15-25 ans pour se projeter dans l'avenir professionnel quand on sort d'une maladie à 15, 16, 17, 18 ans. Et enfin, bien sûr, Mosaïque Cancer. Alors, j'ai pas vraiment besoin, je pense, d'expliquer la raison pour laquelle on est partenaire. Parce qu'on porte les mêmes valeurs, parce que vous avez une expérience que nous n'avons pas forcément, parce que souvent les témoignages valent mieux que 50 slides pour expliquer que scientifiquement, c'est mieux d'être accompagné que d'être tout seul. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes partenaires également de Mosaïque Cancer. Voilà ce que la Ligue contre le cancer peut vous proposer, entreprise. Et là où vraiment nous sommes très très heureux, c'est que ce soir, nous avons des entreprises exemplaires qui nous ont certaines déjà accueillies, d'autres qui vont bientôt nous accueillir et qui adhèrent à notre convention, à notre charte pacte. Donc nous avons la Toulouse Business School qui nous accueille ce soir et qui en plus accepte pour ses salariés de signer cette convention. Donc on les remercie, on est très heureux et puis je vous invite à me rejoindre. J'ai le droit Oui, allez. Venez, venez. Ensuite, S2I, qui nous a accueillis et avec qui on va lancer également le programme. Où sont-ils ? Ah, voilà. Venez, venez. Ensuite, Sadir Assistance. Bon, je ne vous les présente plus. Hein. Ils sont là, ils ont parlé, ils ont fait plein de choses. Et la Caisse d'épargne également. Venez. Donc, je vais tous vous inviter. Guillemette, tu vas m'aider à signer votre diplôme charte d'engagement dans le cadre du pacte. Et ensuite, on aura des petites photos et on va leur remettre un trophée parce que pour nous, c'est une victoire de rentrer dans ces entreprises. Mais je pense qu'il faut aussi beaucoup encourager les entreprises et les remercier de nous accueillir. C'est pas une démarche facile parce que, voilà, quand on échange, on dit ce qui est bien, mais on dit aussi ce qui est moins bien. Et donc ça, c'est courageux. Donc on vous remercie d'accepter de porter les mêmes valeurs que la Ligue contre le cancer. Merci. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on les fasse signer ? Non. Alors du coup, on va vous inviter à venir signer votre convention au pupitre et on va appeler Stéphanie Lavigne du coup de Toulouse Business School. Et si vous voulez bien, nous dire un petit mot sur votre engagement aux côtés de la Ligue. Super. Et puis les actions donc du coup que vous allez mener.
Ça marche. Merci à vous. Alors peut-être vous dire, donc moi je suis Stéphanie Lavigne, je suis alors à la base professeure, enseignant-chercheur à l'école et j'occupe depuis quelques temps à peine la fonction de directeur général adjoint de TBS, donc c'est avec cette casquette que je m'adresse à vous ce soir. D'abord vous dire que je suis très honorée de participer à cet événement, à cette conférence au nom de TBS et d'accueillir cette conférence sur le cancer et le retour à l'emploi. Alors l'occasion aussi de féliciter nos étudiants du master spécialisé pour le résultat de leur enquête terrain et bien sûr de féliciter Françoise Ledès qui les accompagne, leur professeur, qui est également une bonne collègue et enseignante-chercheur au sein de TBS. Donc merci à elle pour tout le travail de qualité qu'elle mène autour de ce sujet qui est un sujet sociétal et un sujet important pour nous à TBS. L'occasion aussi de rappeler que TBS est toujours évidemment ravi d'accueillir en son sein des événements, des conférences qui permettent une mixité des approches. Alors on a aujourd'hui des étudiants, on a aujourd'hui des enseignants, chercheurs, des professeurs. On a vu des gens qui avaient été atteints de la maladie, on a des salariés, des associations de lutte contre le cancer, on a des médecins du travail et puis des citoyens. Alors moi, c'est en tant que citoyenne et en tant que directrice générale adjointe que je suis particulièrement fière qu'on puisse aujourd'hui aller un peu plus loin dans la démarche que l'on va mener avec nos salariés et au sein de l'institution, pour vous dire qu'on est très fiers aujourd'hui d'être signataire de ce pacte qui est très impliquant pour nous et qui marque un engagement fort auprès de nos salariés. Cet engagement, c'est celui de poursuivre avec la Ligue et au sein de notre institution. Donc on a parlé de la figure du DRH et de la direction, mais de plus en plus d'actions, de prévention, de mobilisation des salariés autour des sujets qui sont des sujets importants pour nous. Et puis également de mettre en place tout un programme d'aide pour le salarié qui a atteint de maladie et qui voudra à un moment donné, lorsqu'il le pourra revenir dans l'entreprise, voilà, essayer de lui donner les meilleures conditions, les meilleures informations et le meilleur accompagnement pour un retour à l'emploi réussi. Donc voilà, c'est vraiment un message enthousiaste. On a parlé d'implication et voilà, on est très impliqués et je pense qu'on va travailler côte à côte pour essayer d'améliorer autant que peut tout ce qu'on fait déjà et ce qu'on va faire à ce niveau-là. Donc merci à vous pour toute votre aide dans ce dispositif. Merci. Et du coup, je vais signer... Ne partez pas, on va vous remettre votre... Ouais. Faut qu'on signe... Voilà. Ouais. Et ils sont personnalisés, donc personne ne peut le piquer. D'accord ? Sachez-le, c'est un Toulouse Business School. Super, merci beaucoup. Bon alors, Françoise. Françoise, elle fait le réglage. Tu es multi-activité. Voilà. Merci. Allez. Merci beaucoup. On reprend ça et le diplôme, il faut le signer, le garder. On le signe toutes les deux. Ouais. Allez, je me mets là. Super. Marche pas. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On prend ça. C'est pour vous. Ouais, super. Merci. Vous pouvez le garder. Oui. On va appeler donc la société S2I Sud-Ouest et son directeur Antoine Leclerc. Oui, c'est là. Voilà. Et vous demandez aussi votre engagement aux côtés de la Ligue et est-ce que concrètement vous avez déjà commencé à faire? Écoutez, un grand merci de nous inviter. On est honoré d'être à vos côtés. Moi, j'étais très touché par tous les témoignages, puisque on ne peut être que sensible à ça. Alors, S2I, c'est une société d'ingénieurs. On est 800 personnes ici, donc il y a quand même pas mal de salariés. Après, c'est une société nationale. On travaille pour les grands industriels et quelque part, bien, comme toute entreprise, on cherche à développer nos activités, à les rendre rentables, à les rendre intéressantes pour les salariés. Mais franchement, dans toute entreprise, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on cherche vraiment à avoir une performance qui dépasse la partie économique et business. Et vraiment, on pense, comme une personne l'a dit tout à l'heure, que notre performance passe au travers de valeurs vécues qui sont présentes chez tous les salariés et qu'on doit quelque part faire vivre encore plus fort. Donc on mène des actions assez simples. On a pas mal œuvré dans le monde du handicap. J'ai retrouvé pas mal d'actions liées au monde des personnes en situation de handicap. On travaille de très près, très proche avec l'INSA sur la chaire handicap qu'ils ont développé depuis 4-5 ans avec nous et au sein de l'entreprise dans l'intégration.
On développe aussi des choses dans le domaine du RSE autour de l'environnement, plus classiquement. Et puis, je me disais, bon, dans le domaine des valeurs humanistes, humanitaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a développé des choses avec la Croix-Rouge, assez classiques, offrir des cadeaux, du lait, etc. Et puis, vous nous avez démarché. Alors, c'est un peu perturbant parce que c'est un sujet qui est lourd. On est une société qui est avec des gens qui ont 35 ans, 33 ans. On se dit, bon, c'est pas le premier point. Puis en fait, en tant que responsable, à peu près toutes les 2 semaines, je signe une carte pas très agréable, donc des événements familiaux. Donc je connais forcément la présence dans toutes les familles de mes salariés et eux-mêmes, pour ceux auxquels je suis au courant, de choses beaucoup plus dures. Donc on s'est dit évidemment que ce sujet devait être traité, comme on traite aussi des sujets tel le harcèlement, tel le sexisme, etc. Et donc vous avez proposé des actions qu'on a commencé de façon très petite aujourd'hui. Après, il faut faire venir les gens, donc commencer à sensibiliser les salariés, aller comme sur la partie handicap, sensibiliser les managers, comment gérer. Des choses qui sont assez simples mais qui sont, je pense, assez fortes, c'est des événements sportifs. On l'a fait sur Octobre Rose, parce que de suite, quand on parle de sport d'entreprise, il y a de suite 40 personnes qui mettent des baskets avec un t-shirt rose, et donc là, ça diffuse de l'image interne. Donc ça va marcher. Et puis, il va falloir marcher sur des choses donc, plus événementielles et plus de fond dans la durée. En tout cas, je suis persuadé que c'est un programme de longue durée, si on veut qu'il touche un peu les salariés. Voilà. On y compte. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Il faut signer. Et votre trophée. Merci. Une petite photo et votre trophée. D'accord. Enfin, Françoise veut pas trop, mais pas grave, on en a derrière. Et ça, je le signe et je vous le donne. Parce que l'objectif, c'est que vous puissiez l'afficher. J'ai bien compris. Merci beaucoup. On va maintenant appeler Michel Saès pour représenter Sadir Assistance, voilà, qui a déjà témoigné. Non, le trophée, c'est après. Le stylo de la Ligue. Wow, super. Une petite signature et puis aussi voilà, apporter votre témoignage qu'on a eu déjà en partie. Si tu veux, et je signerai de l'autre côté. D'accord. Voilà. Merci. Oui, je serai bref, je vais dire quelques mots parce que tout a été dit et très bien dit. Les témoignages, effectivement, étaient très émouvants. Je voudrais rappeler quelque chose qui est cher à mon cœur et cher aussi au sein de mes équipes. C'est un mot qu'on a vu dans les slides passés, c'est la bienveillance. Dans quelle société voulons-nous? Je m'adresse aussi aux élèves de la Toulouse Business School. Quelle société voulons-nous? Comment se fait-il qu'un salarié ait peur ou ait honte d'annoncer sa maladie? C'est notre société aujourd'hui. Donc, le mot que je voudrais vraiment retenir de cette soirée, c'est la bienveillance. La boîte à outils, excuse-moi cette expression, Marie-Ange, la boîte à outils que propose le pacte à travers la Ligue contre le cancer et dont on a besoin, on en a tous besoin, ne pourra fonctionner que si elle est bien accueillie, avec un terrain favorable. Parce qu'au-delà des mots, il faut se rappeler que les hommes et les femmes sont la richesse d'une entreprise. Il faut se le rappeler tous les matins. Moi, j'ai la chance de diriger une PME, une toute petite, puisqu'on est 130, donc on a un lien très proche. Mais en tous les cas, je le rappelle à mes équipes, ils le savent. Et en plus, c'est très facile, parce que ce sont des valeurs qui portent en eux depuis que 45 ans existe cette entreprise. Donc voilà, si j'avais un message à faire passer, c'est que sans une bienveillance, sans un terrain favorable, les choses sont rendues plus difficiles. Voilà. Ça, c'était le premier point. Ensuite, pour parler des raisons qui m'ont poussé à rejoindre Marie-Ange, quand elle m'a proposé, et effectivement, j'ai immédiatement dit oui. C'est là aussi, et Marie-Ange l'a dit tout à l'heure, tout seul, on ne sait pas faire. L'entreprise que je dirige avec mon équipe est une entreprise qui s'occupe de 11 000 patients chaque année. Nous affrontons toutes les maladies chroniques, les maladies aiguës, des problématiques de handicap, de fragilité, de perte d'autonomie. Tous les jours, c'est notre métier. Eh bien, nous disposons dans l'entreprise
de pharmaciens, d'infirmières, de diététiciennes, de psychologues, d'assistantes sociales, de personnes qualifiées en éducation thérapeutique. Et pourtant, la bienveillance ne suffit pas. Il faut effectivement sensibiliser, il faut informer, il faut accompagner, il faut trouver des solutions. On a vu qu'il y a une boîte à outils où il y a beaucoup de choses à faire. Avec la bienveillance, on peut mettre des choses en place pour amortir la brutalité de cet événement dans la vie de quelqu'un. Mais il faut pouvoir aussi s'entourer de gens qui savent faire. Et aujourd'hui, on a besoin de toi, Marie-Ange, et de tes équipes. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous. Merci beaucoup. Photo? Photo. Ouais. Photo, non, mais ah, t'as changé d'appareil. Merci. Et on va inviter notre dernier partenaire, donc la Caisse d'épargne, en la personne de Stéphane Kolb, pour, pareil, nous dire un petit mot sur cet engagement et venir signer. Du coup, vous l'avez juste. Un crayon, tout va bien. Voilà. Merci beaucoup. Et tout d'abord, je voudrais que vous m'excusiez, parce que je suis très confus, je suis arrivé très en retard, pour des raisons tout à fait avouables. Et donc, je n'ai pas pu écouter les témoignages qui, semble-t-il, ont été très émouvants. Mais je me débrouillerai bien pour récupérer. Je regarde Françoise pour récupérer quelques vidéos. Je regarde Françoise parce que c'est elle qui nous a briefé, nous, Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, pour venir signer ce soir. Et on dit toujours que les banques, et probablement en raison, moi je ne sais pas, mais on dit toujours que les banques sont un peu longues à la manœuvre, qu'on met un peu de temps à décider. Bon. Mais après que Françoise m'ait chapitré sur ce que vous faites ce soir et le pacte, j'ai présenté ça au directoire. Je n'avais pas fini ma phrase qu'on disait « bon, bah, c'est bon, on signe ». Voilà. Donc on a pris une des décisions les plus rapides de notre histoire. Bon, ça, tant mieux pour vous, tant mieux pour nous. Mais finalement, ce n'est pas si surprenant que ça, parce que nous, les caisses d'épargne, nous sommes nés il y a 200 ans sur un objet social qui était de financer l'hygiène avec les bains-douches, qui n'ont pas toujours été des boîtes de nuit parisiennes, et le logement social. C'est notre objet social. Puis de fil en aiguille, nos missions ont un peu évolué, notamment avec le livret A, bref, peu importe. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui reste fortement implanté dans notre ADN, et la Ligue contre le cancer, nous vous connaissons bien. Je vais vous donner un chiffre, il est d'autant plus facile que je l'ai révisé hier en conseil d'administration. Nous consacrons 3 millions d'euros, nous consacrons en Caisse d'épargne Midi-Pyrénées 3 millions d'euros à la RSE. D'accord ? Et nous consacrons par an 1 million d'euros de dons à des projets pour lutter contre l'exclusion, et notamment dans le domaine de la santé. Notamment dans l'aide à apporter aux autres, à apporter à nos prochains. Et le constat qu'on faisait en travaillant sur la signature de pacte avec le directoire, c'est que finalement les projets qu'on soutient avec ce million d'euros, on le destine aux autres, à ceux qui ne sont même pas nos clients, mais à ceux qui sont nos concitoyens, qui sont nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos parents, peu importe. Et finalement, que faisons-nous pour nos collaborateurs ? Nos 1800 ou nos 2000 collaborateurs, à peu près, c'est à peu près le périmètre chez nous. Et bien, on s'est aperçu qu'on ne faisait pas grand-chose. Du coup, on s'est engagé avec vous, et on en est très fiers et très heureux. Et je vais donc repartir avec le petit souvenir que je vous promets de mettre en avant dans mon bureau, et Dieu sait si je vois passer du monde dans mon bureau. Un grand merci en tous les cas. Merci.